À 5h43, le matin du 14 mai 1945, le caporal Vance mourait à petit feu dans la boue d'Okinawa. Il était accroupi au fond d'un trou de combat qui s'était transformé en une soupe brune d'eau, de pluie et d'argile. L'artillerie japonaise pilonnait la position depuis 6 heures d'affilée. Le son n'était plus un bruit. C'était une pression physique qui vibrait dans ses dents et faisait trembler les os de sa poitrine. Chaque fois qu'un obus atterrissait, le sol se soulevait comme un animal endormi qui se réveille et les parois de boue de sa tranchée se resserraient un peu plus. Vance avait 22 ans. Mais dans la lumière grise de l'aube, avec la terre incrustée dans les plis de son visage et ses yeux enfoncés après 3 jours sans sommeil, il en paraissait 50. Il observait une parcelle de hautes herbes, à cerfs volants à 30 mètres devant lui. L'herbe était immobile, mais Vance savait que l'ennemi était là. Ils attendaient que l'artillerie s'arrête. Quand les obus cesseraient de tomber, l'infanterie japonaise se mettrait à courir. Le vrai problème n'était pas l'artillerie. Le problème était l'arme que Vance tenait. C'était un fusil M, un Garand réglementaire. C'était un chef-d'œuvre de l'ingénierie américaine. Un instrument de précision semi-automatique capable de loger une balle de calibre 30 dans un casque à 365 mètres. Les généraux à Washington l'adoraient, les officiers à l'arrière l'adoraient. Mais ici, dans la boue, dans un trou de la taille d'un cercueil, le Garand était un handicap. Il mesurait 109 cm de long et pesait près de 4,5 kg. Dans les champs ouverts d'Europe, c'était l'arme qui avait gagné la guerre. Mais à Okinawa, la guerre ne se livrait pas dans des champs ouverts. Elle se livrait dans des grottes, dans des tunnels et dans des tranchées qui zigzaguaient comme du verre brisé. Quand un soldat japonais sautait dans votre trou avec un couteau, il était généralement à moins d'1 mètre. Essayer de faire pivoter un fusil de 109 cm dans une tranchée étroite, c'était comme essayer de faire pivoter une batte de baseball dans une cabine téléphonique. Le temps de faire tourner le canon. Vous étiez déjà mort. Vance regarda le fusil dans ses mains. La crosse en bois était glissante d'huile et de pluie. Le mécanisme était encrassé de saleté. Il le détestait. Il avait passé la dernière semaine à regarder de bons hommes mourir parce que leurs armes étaient trop longues, trop lentes ou trop précises pour la brutalité chaotique d'un combat au couteau dans l'obscurité. Il avait vu un soldat du 2e peloton essayer de nettoyer un trou d'araignée avec une carabine pour être traîné sous terre par un ennemi sur lequel il n'avait pas pu pointer son arme. La guerre avait changé. La distance entre la vie et la mort s'était réduite de centaines de mètres, à la longueur d'un bras. Et pourtant le corps des Marines insistait pour que chaque homme soit un fusilier. Ils insistaient sur la doctrine du tir visé. Ils insistaient sur les outils d'une guerre de gentlemen. Vance serra le Garand jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il savait ce qui allait sortir de cette herbe. Il savait que le fusil ne le sauverait pas. Il avait besoin de l'arme qu'on lui avait dit de laisser derrière. 6 mois plus tôt, à la zone de rassemblement dans les îles Russell, la scène avait été très différente. Le soleil brillait, l'océan était bleu, et l'atmosphère était presque légère. Le bataillon se rééquipait pour l'invasion, déballant des caisses d'équipements flambant neufs tout droit sortis des usines de Détroit et du Connecticut. Les hommes essuyaient la graisse cosmoline des nouvelles mitrailleuses et se disputaient pour savoir qui aurait les nouveaux lance-flammes. Au milieu de ce matin de Noël industriel, Vance s'était approché du sergent d'approvisionnement et avait fait une demande spécifique. Il ne voulait pas d'un nouveau fusil. Il ne voulait pas d'une mitraillette. Il tendit au sergent un formulaire de réquisition pour un fusil à pompe Winchester, modèle 12. La réaction fut immédiate. Le sergent d'approvisionnement avait ri si fort qu'il en avait lâché son bloc-notes. Il demanda à Vance s'il prévoyait d'aller chasser le canard le week-end. Le rire attira une foule. Un lieutenant de la compagnie Fox s'approcha, vit le fusil de chasse sur la table et secoua la tête. Il prit l'arme, la tenant par le canon comme un poisson mort. Il fit mine de l'inspecter, regardant dans le large canon lisse, puis regardant Vance avec un sourire narquois. Il demanda si Vance s'attendait à ce que les Japonais arrivent en formation en V. Il appela le fusil de chasse un jouet de fermier. Il l'appela un fusil à oiseau. Il dit aux hommes rassemblés que Vance avait dû confondre le corps des Marines des États-Unis avec une partie de chasse au faisan dans le Nebraska. Les hommes rirent. C'était le genre de rire moqueur et profond qui sépare les initiés des exclus. Ils regardèrent le petit Arcloto à fusil de chasse avec sa pompe en bois et son profil démodé sans chien apparent, et ils virent une relique.
Ça ressemblait à quelque chose qu'on trouverait au-dessus d'une cheminée dans une cabane en rondin, pas sur les lignes de front de la plus grande guerre de l'histoire humaine. Vance resta là et encaissa. Il ne sourit pas et ne discuta pas. Il reprit le fusil de chasse des mains du lieutenant et commença à le nettoyer. Il le démonta avec une efficacité pratiquée qui arrêta les rires une seconde. Il essuya la culasse, vérifia le transporteur et huila la pompe. Il savait quelque chose que le lieutenant ignorait. Il savait que le Winchester Model 12 n'était pas un jouet. C'était une machine construite pour un type spécifique de violence. Il contenait 6 cartouches dans le tube et une dans la chambre. Chaque cartouche contenait 9 plombs de chevrotine 00. Chaque plomb avait la taille d'une balle de calibre 32. Cela signifiait que chaque fois que Vance appuyait sur la détente, il ne tirait pas une balle, il en tirait 9. Et il pouvait les tirer aussi vite qu'il pouvait pomper son bras. La moquerie ne s'arrêta pas au dépôt d'approvisionnement, elle le suivit sur les navires de transport. Pendant les longues semaines en mer, tandis que les autres Marines aiguisaient leurs baïonnettes et réglaient leurs viseurs, Vance était assis sur sa couchette à pratiquer son rechargement. Les autres gars du peloton l'appelaient le fermier. Ils lui lançaient des boîtes de rations vides et lui disaient de tirer. Il pariait sur combien de temps il tiendrait avant de jeter le fusil de chasse et de ramasser un vrai fusil sur un cadavre. Même son propre chef d'escouade, un sergent austère qui avait survécu à Guadalcanal, lui dit de s'en débarrasser. Le sergent expliqua la logistique de la guerre à Vance comme s'il était un enfant. Il expliqua que les munitions de fusil de chasse étaient lourdes et encombrantes. Il expliqua que la portée effective n'était que de 40 mètres. Il expliqua que si les Japonais les engageaient depuis une ligne de crête à 200 mètres, Vance serait inutile. Il serait un spectateur dans la fusillade, incapable de riposter, un poids mort pour l'escouade. Vance écouta chaque mot. Il comprenait les arguments. Sur le papier, les officiers avaient raison. Dans une guerre de manuel, où les lignes étaient tracées sur des cartes et où les ennemis s'engageaient à des distances respectables, le fusil de chasse était une blague. Il n'avait pas de portée. Il n'avait pas de pénétration contre les blindages légers. Il était imprécis. Mais Vance ne se préparait pas à une guerre de manuel. Il se préparait au cauchemar qu'il voyait dans sa tête. Il avait écouté les histoires des vétérans de Peleliu et Tarawa. Il avait entendu parler des bunkers. Il avait entendu parler des ennemis qui ne se rendaient pas, qui se cachaient dans des trous jusqu'à ce que vous passiez juste au-dessus d'eux et surgissaient alors pour vous tirer dans le dos. Il avait entendu parler des charges de nuit où l'ennemi arrivait par vagues en hurlant et en poignardant et où il n'y avait pas le temps de viser. Dans ces moments-là, la précision n'importait pas. Le volume importait. La puissance d'arrêt importait. Quand un homme court vers vous avec une baïonnette et qu'il est à 1,50 m, vous n'avez pas besoin de toucher son cœur avec une frappe chirurgicale. Vous avez besoin de le soulever et de le projeter en arrière. Vous avez besoin de transformer l'air devant vous en un mur solide de plomb. Le fusil était un scalpel. Le fusil de chasse était une masse. Et Vance savait que quand l'ennemi était dans la tranchée avec vous, vous ne vouliez pas faire de la chirurgie. Vous vouliez fracasser tout ce qui se trouvait devant vous jusqu'à ce que ça arrête de bouger. Alors il garda le fusil. Il endura les blagues. Il endura les insultes. Il dormait avec le fusil de chasse enveloppé dans une toile huilée pour empêcher le sel marin de rouiller le boîtier. Quand ils descendirent les filets de cargaison dans les péniches de débarquement au large des côtes d'Okinawa, le lieutenant lui cria un dernier avertissement. Il dit à Vance que, quand les tirs commenceraient, personne n'allait le couvrir pendant qu'il jouait avec son fusil à oiseau. Maintenant, dans la boue du trou de combat, les tirs allaient commencer. Le barrage d'artillerie cessa. Le silence qui suivit était lourd et terrifiant. Puis le sifflet retentit. Pas un sifflet américain, un sifflet de signal japonais. Il hurla depuis la lisière des arbres, aigu et perçant. Et l'herbe devant la position de Vance cessa d'être de l'herbe et devint des hommes, des centaines d'entre eux. Ils surgirent de la terre comme des fantômes, la boue dégoulinant de leurs uniformes. Baïonnettes fixées sur leurs fusils Arisaka. Ils ne crièrent pas au début, ils coururent, simplement. Une vague grise silencieuse déferlant vers les lignes américaines. Vance laissa tomber le M, un garant. Il le laissa s'écraser dans la boue à ses pieds. Il ne le regarda pas. Il tendit la main derrière lui dans le renfoncement sec
qu'il avait creusé dans la paroi de la tranchée et sortit le Winchester. La vieille étoile tomba. L'acier bleui luisait faiblement sous la pluie. Il actionna la pompe. Clac, clac. Le son était mécanique et lourd. Un son qui signifiait les choses pas sérieuses. Le marine à côté de lui, un gamin nommé Miller, qui avait passé tout le voyage à faire des bruits de canard chaque fois que Vance passait, essayait frénétiquement de charger un clip dans son fusil. Les mains de Miller tremblaient. Il rata le clip. Il tinta contre le boîtier et tomba dans la terre. Miller leva les yeux écarquillés de panique. Il regarda la vague d'ennemis se ruant vers eux, maintenant à seulement 20 mètres. Il regarda son fusil enrayé. Puis il regarda Vance. Vance ne le regarda pas. Il monta sur le rebord de la tranchée. Il n'épaula pas le fusil de chasse comme un fusil. Il cala la crosse sous son aisselle, la serrant fermement contre ses côtes. Il pointa le canon vers le centre de la masse chargeante. Les soldats japonais hurlaient « Maintenant !» un rugissement guttural de Banzai qui couvrait la pluie. Le premier coureur était à 15 mètres. Vance pouvait voir les dents en or dans la bouche de l'homme. Il pouvait voir les coutures sur son col. Il pouvait voir l'intention dans ses yeux. Le lieutenant l'avait appelé un jouet. Les squads l'avaient appelé une blague. Ils avaient ri à l'idée d'apporter un fusil à oiseau à une guerre. Mais alors que le doigt de Vance se resserrait sur la détente, il savait que le temps de rire était terminé. Les experts avaient leurs théories, mais l'ennemi était là, et les théories allaient les mourir. Vance prit une inspiration, la retint, et se prépara à leur montrer exactement ce qu'un fusil à oiseau pouvait faire à un homme. Le premier tir ne ressembla pas à une détonation de fusil. Il ressembla à un canon tirant dans un placard. Vance appuya sur la détente et le Winchester Model 12 lui rentra dans l'épaule avec la force d'une mule. Un cône de flamme jaillit de la bouche du canon, long d'1 mètre et orange vif contre la pluie grise. À l'intérieur de ce cône se trouvaient 9 plombs de plomb, chacun se déplaçant à 365 mètres par seconde. Le soldat japonais de tête, celui aux dents en or qui était à 15 mètres, cessa simplement d'exister. La chevrotine le frappa à la poitrine et le souleva de terre. Il ne tomba pas en avant. Il fut projeté en arrière comme s'il avait percuté un poteau téléphonique invisible. Sa charge se termina dans une brume humide de rouge et de kaki. Mais Vance ne s'arrêta pas pour admirer son travail. Il n'en avait pas le temps. Il y avait 20 autres hommes derrière le premier et il comblait la distance au sprint. C'était le moment où le jouet devint un monstre. C'était le moment où le défaut de conception devint une caractéristique. Dans un fusil à pompe moderne, il y a un mécanisme de sécurité appelé déconnecteur de détente. Cela signifie qu'après avoir tiré un coup et pompé la culasse pour charger une nouvelle cartouche, vous devez relâcher la détente et la presser à nouveau pour tirer. Cela vous force à être délibéré. Cela vous force à être prudent. Mais le Winchester Model 12 avait été conçu en 1912, avant que les avocats et les comités de sécurité ne s'impliquent dans la fabrication des armes. Il n'avait pas de déconnecteur. Si vous mainteniez la détente enfoncée et pompiez la culasse, le fusil tirait à l'instant où la culasse se verrouillait en avant. Vous n'aviez pas à presser, vous n'aviez qu'à pomper. Tant que votre doigt était serré et que votre bras bougeait, le fusil devenait un moteur. Il devenait une mitrailleuse à manivelle. Vance maintint la détente enfoncée. Il tira la pompe en arrière, éjectant la cartouche vide et la poussa en avant. Boum. Le deuxième coureur, un sergent brandissant un sabre, se plia en deux. Vance pompa à nouveau. Clac, clac. Boum. Le troisième homme pivota, ses jambes fauchées sous lui. Vance actionnait la pompe si vite que son bras était flou. Le son n'était plus des coups de feu séparés, c'était un martèlement mécanique rythmique. Clac, clac, boum. Clac, clac, boum. Clac, clac, boum. En moins de 4 secondes, Vance avait vidé le chargeur. 6 cartouches, 54 plombs. Il avait mis un mur de plomb dans l'air qui faisait 4 mètres de large et 1,20 m de haut. Le premier rang de la charge Banzai ne se brisa pas simplement, il s'évapora. Les hommes derrière eux vacillèrent. Ils s'attendaient à des tirs isolés. Ils s'attendaient au ping d'un garand et à la pause pour recharger. Ils ne s'attendaient pas à une scie circulaire. Le fusil vide cliqueta. Vance ne se figea pas. Il plongea sous le niveau de la tranchée. Ses mains
bougeant avec la mémoire musculaire qu'il avait développée pendant ses longues nuits sur le navire. Il n'essaya pas de charger le tube du magasin. Ça prenait trop de temps. Il attrapa une seule cartouche de sa pochette de ceinture et la laissa tomber directement dans le port d'éjection ouvert. Il poussa la pompe en avant, il surgit. Un soldat japonais était au bord de la tranchée. Baïonnette levée, regardant Miller. Vance tira de la hanche. Le soldat disparut. Vance replongea. Il introduisit une autre cartouche, pompa, surgit, tira. C'était un rythme brutal et laid. Charger une, tirer une, charger une, tirer une. Il était un moteur à piston de violence. Miller, le gamin qui s'était moqué de lui, se débattait toujours avec son clip de fusil, le visage pâle, fixant Vance comme s'il voyait un démon. La charge japonaise se brisa. L'élan était parti. Les survivants, voyant le carnage à l'avant, plongèrent à couvert ou battirent en retraite dans les herbes à cerfs volants. Le silence revint, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Il résonnait avec l'odeur de poudre et la chaleur métallique irradiant du canon du fusil de chasse. Vance resta là, la poitrine haletante. Le canon du Winchester fumait, les ondes de chaleur miroitant sous la pluie. Son épaule lui faisait l'effet d'avoir été frappé par une masse, mais il était vivant. Miller était vivant. La ligne de tranchée était intacte. Le lieutenant arriva en courant le long de la ligne, pistolet à la main, hurlant des ordres de cesser le feu. Il dérapa jusqu'à s'arrêter à côté du trou de combat de Vance. Il regarda les corps empilés dans la boue à 10 mètres. Il regarda la végétation déchiquetée. Puis il regarda Vance. Il regarda le fusil à oiseau dans les mains de Vance. Le lieutenant ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Peut-être pour donner un ordre, peut-être pour faire un commentaire. Mais rien ne sortit. Il fixa simplement. La moquerie avait disparu. Il n'y avait pas de sourire narquois. Il n'y avait que la réalisation froide et dure que le jouet du fermier venait de faire le travail d'une escouade de mitrailleuses lourdes. Le lieutenant déglutit difficilement, hocha une fois la tête vers Vance et descendit la ligne pour vérifier les autres positions. Il ne dit pas à Vance de prendre un fusil. Il ne mentionna pas les faisans. Il savait mieux maintenant, mais la journée était loin d'être terminée. L'attaque à l'aube n'était qu'une reconnaissance. Le commandant japonais savait exactement où se trouvait la ligne américaine maintenant, et il savait qu'ils étaient retranchés. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un violet meurtri, la dynamique de la bataille changea. L'armée japonaise à Okinawa ne combattait pas comme les Allemands en Europe. Ils n'attaquaient pas simplement, ils s'infiltraient. Ils étaient maîtres de la nuit. Ils rampaient sur le ventre dans la boue, avançant centimètre par centimètre jusqu'à être juste au-dessus de vous. Ils utilisaient des couteaux et des grenades. Ils cherchaient à neutraliser l'avantage américain en puissance de feu en s'approchant si près que les Américains ne pouvaient pas tirer sans toucher leurs propres hommes. L'obscurité tomba comme une couverture lourde. La pluie recommença, plus forte cette fois. La visibilité tomba à 0. On ne pouvait pas voir sa main devant son visage. C'était le moment terrifiant. Chaque ombre ressemblait à un homme. Chaque son, une brindille qui craque, une pierre qui bouge, ressemblait à la mort. Les hommes avec les garants étaient nerveux. Un long fusil est maladroit dans l'obscurité. Si vous ratez votre premier tir, l'éclair de la bouche vous aveugle. Et le temps que vos yeux s'adaptent, l'ennemi est sur vous. Le garant était conçu pour toucher des cibles à 300 mètres. À 1 mètre dans le noir complet, ce n'était qu'une massue maladroite. Vance était assis dans le coin du poste d'écoute, écoutant la pluie siffler contre son casque. Il avait nettoyé la boue du Winchester. Il avait rechargé le tube avec 6 cartouches fraîches, des douilles en papier rouge avec des culottes en laiton. Il tenait le fusil en travers de ses genoux. Il sentit une tape sur son épaule. C'était le sergent, le même qui lui avait dit de jeter le fusil. Le sergent chuchota d'une voix rauque qu'il avait entendu du mouvement près des barbelés à environ 20 mètres. Il demanda à Vance de prendre la pointe. Ce n'était pas une demande, c'était un aveu. Le sergent savait que s'ils commençaient à tirer à l'aveugle avec des fusils, ils révéleraient leur position et ne toucheraient à rien. Il avait besoin du balai. Vance se déplaça vers les sacs de sable. Il écouta. Il pouvait l'entendre. Un bruit de succion humide dans la boue. Quelqu'un rampait. Quelqu'un coupait les barbelés. C'était un son subtil. Clic, clic. À peine audible par-dessus la pluie. Vance n'avait pas besoin de les voir. C'était la beauté du fusil de chasse. Il connaissait la direction générale.
Il connaissait le schéma de dispersion de son arme. À 20 mètres, le tir s'étalerait à la taille d'une grande poubelle. Il n'avait pas besoin d'être précis. Il avait juste besoin d'être proche. Il attendit. Il les laissa s'approcher. Il voulait qu'ils s'engagent. Le bruit de rampement devint plus fort. Il pouvait entendre des respirations. Il pouvait sentir la légère odeur de poisson du riz de ration que les soldats japonais transportaient. Ils étaient juste là, peut-être à 10 mètres, se préparant à se ruer sur le trou. Vance se leva. Il ne cria pas. Il n'alluma pas de lampe torche. Il actionna simplement la pompe. Clac, clac. Le son était reconnaissable entre tous. Dans la tension silencieuse de la nuit, le son d'un fusil à pompe chargeant une cartouche est l'un des bruits les plus terrifiants au monde. C'est un son mécanique et violent qui dit « Je suis prêt ». Le rampement s'arrêta instantanément. L'ennemi se figea. Il connaissait ce son. Chaque soldat du Pacifique connaissait ce son. Cela signifiait que ce qui les attendait dans l'obscurité n'allait pas tirer une seule balle qui pourrait rater. Cela signifiait qu'un nuage de mort arrivait. Vance visa le son et pressa la détente. Boum! L'éclair de la bouche illumina la nuit comme un éclair. Pendant une fraction de seconde, la scène fut figée dans un effet stroboscopique. 3 infiltrateurs japonais pris dans les barbelés. De la boue sur leur visage, des grenades dans leurs mains. Le tir toucha l'homme du milieu, il s'effondra. L'obscurité retomba instantanément, aveuglant tout le monde. Mais Vance n'avait pas besoin de voir. Il savait où étaient les autres. Il maintint la détente, pompe, boum. Il déplaça le canon de 60 cm vers la droite. Pompe, boum. Il déplaça vers la gauche. Pompe, boum. Il tira 4 coups en 2 secondes. Il balaya la zone devant les barbelés comme un homme arrosant une pelouse avec une lance à incendie. Les cris furent courts et aigus, puis s'arrêtèrent. Vance replongea sous les sacs de sable alors qu'une mitrailleuse japonaise ouvrait le feu depuis la ligne de crête, des traceurs rouges claquant au-dessus de sa tête, mais les infiltrateurs avaient disparu. La menace juste devant leur visage avait été effacée. Miller, recroquevillé au fond du trou, leva les yeux vers Vance. Miller chuchota, demandant s'il les avait tués. Vance ne répondit pas. Il éjecta simplement les cartouches vides et commença à en enfoncer des fraîches dans le tube. Clic, clic, clic. Le rythme était calme, régulier. Vance ne tremblait pas. Il avait trouvé sa place dans cette guerre. Il n'était pas tireur d'élite. Il n'était pas fusilier. Il était concierge. Son travail consistait à nettoyer les dégâts qui survenaient quand les choses devenaient trop rapprochées et les affaires marchaient bien. Le lendemain matin, le bataillon reçut l'ordre d'avancer. La position défensive était terminée. Le quartier général voulait qu'ils prennent le pain de sucre, une petite colline sans prétention qui ancrait toute la ligne défensive japonaise. Elle ressemblait à un tas de terre innocente et vide. Mais les rapports de renseignement étaient faux. Elle n'était pas vide. C'était une forteresse. Et pour la prendre, ils n'allaient pas seulement combattre dans des trous de combat. Ils allaient entrer dans le labyrinthe. Les Japonais avaient creusé 4 anneaux concentriques de tranchées autour de la colline, reliés par des tunnels, des trous d'araignées et des bunkers en béton. C'était un hachoir à viande conçu pour broyer les bataillons d'infanterie. Le capitaine réunit les chefs de section. Il expliqua la mission. Ils allaient assaillir la première ligne de tranchées à 8 heures. Ce serait un assaut frontal, baïonnette au canon, combat rapproché. Le capitaine regarda le cercle de visages sales et fatigués. Ses yeux s'arrêtèrent sur Vance. Il pointa le fusil à pompe. Il ne fit pas de plaisanterie cette fois. Il dit à Vance de se mettre en tête. Il dit au chef d'escouade que quand ils atteindraient la tranchée, personne n'entrerait avant le fusil à pompe. Vance hocha la tête. Il vérifia ses poches. Il lui restait 40 cartouches de chevrotine. Ça semblait beaucoup. Il avait le pressentiment que ce ne serait pas suffisant. Il remplit le chargeur, actionna la culasse une dernière fois et se plaça en tête de la colonne. Le jouet menait la charge. L'assaut sur pain de sucre commença à 8 heures, avec un coup de sifflet qui signala la fin de vivre et le début de mourir. Le terrain entre la ligne américaine et la première tranchée japonaise était 70 mètres de boue retournée à découvert. C'était une zone de mort. Les Japonais avaient des nids de mitrailleuses entrecroisées des 2 côtés de la colline, créant un feu croisé qui ressemblait à un X invisible dessiné dans l'air. Tout ce qui marchait dans ce X était coupé en 2.
La première vague de Marines se leva et sprinta. En 10 secondes, la moitié d'entre eux était à terre. Le son du champ de bataille était un rugissement déchirant continu de mitrailleuses lourdes Nambu et le claquement des balles frappant la boue. L'attaque s'arrêta instantanément. Les hommes Bochkov plongèrent dans les cratères d'obus, pressèrent leur visage dans la terre et crièrent pour les infirmiers. Toute l'avancée était clouée au sol, paralysée par le volume de plomb volant au-dessus de leur tête. Vance était dans un cratère Nokoa, à environ 30 mètres de la première tranchée. L'air au-dessus de lui grésillait. Il regarda un opérateur radio essayer de ramper en avant pour être touché au casque et cesser de bouger. L'attaque était morte dans l'eau. Les officiers criaient, essayant de faire bouger les hommes, mais personne ne pouvait bouger. Se lever était un suicide. Les Japonais dans la première tranchée étaient enhardis maintenant. Ils commencèrent à surgir au-dessus du parapet, lançant des grenades sur les Marines cloués au sol. Ils riaient. Ils savaient qu'ils allaient gagner. Ils avaient le terrain élevé. Ils avaient les mitrailleuses. Et ils avaient les Américains coincés dans la boue. Vance regarda la ligne de tranchée. C'était une cicatrice en zigzag dans la terre, renforcée de rondins et de sacs de sable. S'ils restaient ici, ils mourraient tous. Les mortiers allaient commencer à tomber d'une seconde à l'autre. La seule sécurité était à l'intérieur de la tranchée ennemie. Vance vérifia le protège-chaleur de son Winchester. Il était encore chaud de la nuit précédente. Il regarda Miller qui était recroquevillé au fond du cratère, priant. Vance ne dit pas un mot. Il se leva. Il ne courut pas comme un sprinter. Il courut comme un linebacker, tête baissée, fusil à pompe serré contre lui. Une ligne de balles fit jaillir la terre près de ses bottes. Mais les mitrailleurs japonais étaient concentrés sur le groupe principal. Ils ne prêtèrent pas assez attention au seul idiot courant droit sur eux avec un fusil à pompe. Vance atteignit le bord de la première tranchée et sauta. Il atterrit les pieds en premier dans 15 cm d'eau, en plein milieu d'une escouade de 5 fusiliers japonais. Ils furent si surpris de voir un Américain tomber du ciel qu'ils se figèrent une fraction de seconde. Cette fraction de seconde était tout ce dont Vance avait besoin. Il n'épaula même pas l'arme. Il tira de la hanche. Boum! Le premier tir toucha le soldat à sa gauche, le projetant contre le mur de rondins. Vance pompa. Boum! Le deuxième soldat qui levait son fusil reçut une charge de chevrotine dans l'estomac. Vance pivota. Boum! Le troisième homme essaya de le poignarder, mais le tir l'attrapa en pleine fente. Le bruit dans l'espace confiné de la tranchée était assourdissant. Ce n'était pas juste fort. C'était une concussion physique qui frappait les tympans. Clac, clac, boum. Le quatrième homme tomba. Clac, clac, boum. Le cinquième homme lâcha son fusil et essaya de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. La première tranchée était dégagée sur 20 mètres dans les deux directions. Vance ne s'arrêta pas. Le système de tranchées sur pain de sucre était relié par des tunnels de communication, des couloirs de terre étroits et claustrophobiques qui reliaient les défenses extérieures aux intérieures. Vance rechargea en mouvement, enfonçant des cartouches dans le tube du chargeur avec des pouces ensanglantés. Il pouvait entendre des cris venant du tunnel de liaison. Des renforts. Un groupe de soldats japonais se précipitait dans le couloir, étroit pour colmater la brèche. Ils étaient serrés épaule contre épaule, baïonnettes en avant dans un tunnel. Se serrer est une condamnation à mort si l'autre gars a un fusil à pompe. Vance se plaça au coin du tunnel et déchaîna l'enfer. Il maintint la détente enfoncée et fit aller et venir la culasse. Le mécanisme de tir en rafale transforma le Winchester en lance-flamme de plomb. Le tunnel amplifia l'explosion. La chevrotine ricochait sur les parois d'argile dure, créant un effet de déchiquetage qui traversait tout. Les soldats japonais de tête ne tombèrent pas simplement. Ils furent repoussés contre les hommes derrière eux, créant un embouteillage de corps. Les cris résonnèrent dans le tunnel, amplifiant l'horreur. Vance vida l'arme, actionna la culasse sur une chambre vide et commença immédiatement à recharger. Ses mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais de l'adrénaline se déversant dans son sang. Il venait de tuer une escouade entière en moins de 10 secondes. Il avança dans la deuxième ligne de tranchée. Celle-ci était plus profonde, mieux fortifiée. Il y avait un nid de mitrailleuses lourdes ici, un bunker construit de rondins de cocotiers et de terre qui ratissait les lignes américaines en contrebas. L'équipe de la mitrailleuse à l'intérieur était concentrée sur les cibles en bas de la colline.
ils n'entendirent pas Vance arriver derrière eux parce que le son de leur propre arme était trop fort. Vance marcha droit jusqu'à l'ouverture arrière du bunker. Il ne lança pas de grenade. Il enfonça le canon du modèle 12 dans l'ouverture et tira 3 coups rapides. La mitrailleuse cessa de tirer instantanément. Le silence qui suivit était lourd. Vance enfonça la porte d'un coup de pied pour vérifier la pièce. La dévastation à l'intérieur était totale. La chevrotine avait rebondi dans l'intérieur en béton comme des frelons furieux. L'équipe avait disparu. La menace pour la compagnie en contrebas était neutralisée. Mais maintenant, les Japonais savèrent qu'il était là. L'effet de surprise avait disparu. Quand Vance émergea du bunker, il vit du mouvement des 2 côtés de la tranchée. Il venait pour lui. Un officier japonais, hurlant des ordres, mena une charge depuis la gauche. En même temps, des soldats surgirent de trous d'araignée sur la droite. Vance était encerclé. C'était le moment où le garant aurait échoué. Un fusilier ne peut regarder que dans une direction. Un fusilier doit viser. Vance ne visa pas. Il balaya. Il se tourna vers la gauche et tira 2 coups, abattant l'officier et son coureur. Il pivota de 180 degrés, un mouvement qui aurait été impossible avec une mitrailleuse lourde, et tira 2 coups vers les trous d'araignée. La terre explosa autour des trous, forçant les têtes ennemies à se baisser. Il était à nouveau à court de munitions. Le Winchester cliqueta à vide. C'était le cauchemar. Un soldat japonais avec un sabre chargea depuis 3 mètres, voyant que l'arme de l'Américain était vide. Vance n'avait pas le temps de charger une cartouche. Il n'avait pas le temps de dégainer un couteau. Il utilisa le fusil à pompe comme une massue. Il avança dans la charge, balança la lourde crosse en noyé du fusil et l'écrasa dans la mâchoire du soldat. Le bois craqua, mais le soldat s'effondra lourdement. Vance écrasa une botte sur la poitrine de l'homme pour le maintenir au sol et enfonça frénétiquement une cartouche dans la chambre. Clac! Il tira sur le soldat à terre. Puis il chargea le tube. Ses doigts étaient glissants de sueur et de pluie. Il laissa tomber une cartouche dans la boue. Il jura, en attrapa une autre, l'enfonça. Il nettoya le reste de la 2e tranchée par pure agressivité. Il avançait si vite que l'ennemi ne pouvait pas établir de défense. Il tournait les coins en tirant, il tirait sur les ombres. Il tirait sur le mouvement. Il tira jusqu'à ce que le canon du fusil soit si chaud qu'il commença à fumer et à sentir le bois brûler. Le protège-chaleur, la grille métallique sur le dessus du canon, grésillait, brûlant la peau de sa main gauche. Mais Vance ne le sentait pas. Il était dans un état de transe de violence. Il était devenu le balai de tranchée. Il atteignit la 3e ligne de tranchée. C'était la ligne de soutien principale. Elle était remplie de troupes de réserve qui se préparaient à contre-attaquer. Il y en avait au moins 20. Ils rassemblaient des grenades, vérifiaient leurs armes. Ils levèrent les ailes des yeux et virent un marine américain solitaire, couvert de boue et de sang, tenant un fusil à pompe fumant. Ils hésitèrent. Ce fut une pause fatale. Vance n'hésita pas. Il ouvrit le feu sur le groupe. L'effet psychologique du fusil à pompe faisait maintenant plus de travail que les plombs. Les soldats japonais avaient d'ores et vu ce que cette arme avait fait à leurs camarades. Dans les 2 premières lignes, ils avaient entendu le boum-clac-boum rythmique se rapprocher de plus en plus. Ils savaient que dans ce fossé étroit, ce son signifiait la mort. La panique éclata dans la 3e tranchée. Au lieu de se ruer sur lui, certains soldats essayèrent de grimper par l'arrière de la tranchée pour s'éloigner de la déflagration. Vance leur tira dans le dos pendant qu'ils grimpaient. Il tira sur ceux qui restèrent et combattirent. Il traversa la tranchée comme une force de la nature, enjambant les corps, actionnant la culasse, alimentant en cartouches, il était une machine. Le mécanisme du Winchester, acier et bois et ressort, était parfaitement synchronisé avec l'homme. Il tirait plus vite qu'un homme avec un fusil semi-automatique ne pouvait acquérir des cibles. Il nettoyait la tranchée simplement en remplissant l'air de plomb. Quand il atteignit la 4e tranchée, le poste de commandement au sommet de la colline, il lui restait ses 5 dernières cartouches. Il était épuisé. Ses poumons brûlaient. Sa main gauche était couverte de cloques à cause de la chaleur du canon. Il enfonça la porte en bois de l'abri de commandement d'un coup de pied. À l'intérieur, 3 officiers japonais détruisaient des cartes et des documents. Ils levèrent les yeux, leurs pistolets dégainés. Vance tira ses cartouches restantes. Boum, boum, boum. La pièce devint silencieuse. Vance se tenait dans l'embrasure de la 4e tranchée. La pluie tombait toujours. La fumée de son fusil à pompe dérivait dans l'air humide.
Il appuya sur la détente, vide. Il actionna la culasse, vide. Il vérifia sa ceinture, plus de cartouches. Il était complètement à sec. Il s'affaissa contre le mur de la tranchée, glissant dans la boue. Sa poitrine se soulevait. Il regarda en bas de la colline. En dessous de lui, les Marines américains se levaient. Il regardait la colline. Les mitrailleuses s'étaient tues. Les grenades s'étaient arrêtées. La colline était silencieuse. Ils virent une silhouette solitaire debout au sommet, se découpant contre le ciel gris. Ils commencèrent à acclamer. Ils commencèrent à courir en haut de la pente, n'étant plus cloués au sol, ne mourant plus dans la boue. Vance les regarda venir. Il regarda le fusil à pompe sur ses genoux. Le bois était fissuré. La finition était rayée. Le canon était noir de suie. C'était la chose la plus laide et la plus cabossée qu'il ait jamais vue. Et c'était la plus belle. Les officiers avaient ri. Ils l'avaient appelé un fusil de chasse aux oiseaux. Vance ferma les yeux et écouta la pluie. Il se demanda si l'un d'entre eux riait maintenant. La pluie s'arrêta finalement vers midi. Le soleil perça à travers le ciel, couvert gris d'Okinawa, illuminant la dévastation au sommet de la colline Païne de Sucre. Le silence qui s'installa sur le champ de bataille était lourd, presque vibrant. C'était le genre de silence spécifique qui ne survient qu'après des heures de bruit assourdissant. Les Marines de la deuxième vague atteignirent le sommet, leurs armes levées, s'attendant à un combat. Ce qu'ils trouvèrent à la place était un cimetière. Ils passèrent devant la première tranchée, puis la deuxième, puis la troisième. Ils virent les résultats du fusil de chasse aux oiseaux. Ça ne ressemblait pas aux suites d'un échange de tirs. Un combat au fusil laisse des trous nets. Un combat à la mitrailleuse laisse des lignes d'impact. Cela ressemblait à une catastrophe naturelle. On aurait dit qu'une tornade était passée dans les tranchées, déchiquetant les sacs de sable, éclatant le bois et déchirant les hommes. Les Marines baissèrent leurs fusils. Ils marchèrent lentement, enjambant les débris, les yeux écarquillés. Ils ne regardaient plus les morts ennemis avec haine. Ils regardaient avec un étrange mélange d'horreur et de respect pour la violence qui les avait achevés. Vance était assis sur une caisse d'obus de mortier japonais près de l'abri de commandement. Il avait essuyé la boue de son visage, mais ses mains étaient encore noires de suie. Le Winchester modèle 12 reposait sur ses genoux. Il ressemblait à un tas de ferraille. Le bois du devant était fissuré par la force du tir en rafale. Le métal était terne et rayé. Le protège-chaleur était déformé, mais pour les hommes rassemblés autour de lui, il ressemblait à Excalibur. Les rires avaient disparu. Les plaisanteries sur la chasse aux faisans avaient disparu. Les hommes regardaient le fusil à pompe cabossé avec une sorte de crainte religieuse. Ils comprenaient maintenant. Ils comprenaient que dans les confins étroits et terrifiants des tranchées, le jouet était le roi. Le lieutenant, le même officier qui avait fait la remarque sur le vol en formation en V, grimpa dans la tranchée. Il avait l'air fatigué. Il avait perdu un tiers de sa section en montant la colline. Il marcha vers Vance. Il ne dit rien au début. Il regarda simplement les bunkers nettoyés. Il regarda les corps de l'escouade japonaise qui avait essayé de se ruer dans le tunnel. Puis il regarda Vance. Il enleva son casque et passa une main dans ses cheveux sales. Il fouilla dans sa poche et sortit un paquet de cigarettes. Il en offrit une à Vance. C'était un petit geste, mais dans le corps des Marines, cela signifiait tout. C'était des excuses. C'était l'admission que le grade n'avait pas d'importance et que les manuels n'avaient pas d'importance. Les résultats comptaient. Le lieutenant alluma la cigarette pour Vance, puis regarda le fusil à pompe. Il demanda doucement si Vance pouvait en trouver un autre pour l'homme de pointe de la deuxième escouade. Ce moment sur pain de sucre n'était pas seulement une victoire pour Vance, c'était la réhabilitation de toute une classe d'armes. Tout au long de la guerre, le fusil à pompe avait été l'enfant non désiré de l'arsenal américain. Il était considéré comme peu distingué. Il était considéré comme grossier. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand avait en fait émis une protestation diplomatique contre l'utilisation américaine des fusils à pompe. Il l'appelait un crime de guerre. Il menaçait d'exécuter tout prisonnier américain pris avec un fusil à pompe ou une cartouche de fusil à pompe. Ils arguaient que l'arme causait des souffrances inutiles. Pensez-y une seconde. Les Allemands, qui avaient introduit les gaz toxiques et les lance-flammes sur le champ de bataille, pensaient en eux que le fusil à pompe était trop cruel pour la guerre. Ils en étaient terrifiés. Ils appelaient le Winchester le balai de tranchées parce qu'il balayait les tranchées de toute vie.
Les Japonais à Okinawa ressentirent la même terreur. C'étaient des guerriers qui croyaient dans l'esprit de la lame, en l'honneur du combat rapproché. Ils voulaient s'approcher, ils voulaient vous regarder dans les yeux, mais le fusil à pompe leur refusait cela. Ils transformaient leur bravoure en viande, ils ne se souciaient pas de leurs arts martiaux ou de leur esprit samouraï. C'était une machine d'abattage industriel qui ne ratait pas. Quand les commandants japonais réalisèrent que les Américains utilisaient des fusils à pompe, à action de pompe dans les tunnels, la peur se répandit dans leurs rangs. Ce n'était pas la peur de la mort, c'était la peur d'être effacé. Une balle de fusil vous tue. Une décharge de fusil à pompe vous désassemble. Et sur pain de sucre, Vance leur avait montré exactement pourquoi les Allemands avaient essayé de l'interdire. Vance ne pensait pas à la politique ou à l'histoire. Il fumait juste sa cigarette et regardait les jeeps médicales se déplacer dans la vallée. Il avait 22 ans et il se sentait vide. Le contre-coup de l'adrénaline le frappait durement. Ses mains commencèrent à trembler, le tremblement de tasses de café du choc post-combat. Il regarda le Winchester. Il avait aimé cette arme. Il l'avait nettoyée, entretenue, défendue contre chaque insulte. Mais maintenant, en la regardant, il ne ressentait pas de fierté. Il ressentait une froide distance. L'arme avait fait son travail. Elle lui avait sauvé la vie. Elle avait sauvé la vie des hommes debout autour de lui, mais elle l'avait fait en le transformant en boucher. Il frotta son pouce sur la culasse, sentant le grain de l'action. Il savait qu'il ne chasserait plus jamais les oiseaux avec cette arme. On ne peut pas retourner tirer sur des faisans après avoir utilisé une arme pour nettoyer une tranchée d'êtres humains. La guerre se termina pour Vance sur cette colline. La bataille d'Okinawa traîna pendant des semaines, mais l'unité fut retirée de la ligne pour repos et réarmement. Puis vinrent les bombes atomiques, puis la capitulation, l'invasion du continent japonais. L'opération que tout le monde savait être un bain de sang fut annulée. Vance rentra chez lui. Il prit un train pour retourner au Nebraska. Il portait un sac de marin avec son uniforme, ses médailles et les papiers de sa démobilisation. Il ne parla pas beaucoup dans le train. Il regarda les champs de maïs défiler, regardant les rangées vertes paisibles qui ne ressemblaient en rien à la boue de pain de sucre. Quand il arriva à la ferme, il mit le sac de marin au grenier. Il sortit le Winchester Model 12 de son étui. Son Passwatchers, il ne l'accrocha pas au-dessus de la cheminée. Il ne le montra pas au bar local. Il le démonta. Il nettoya chaque ressort, chaque vis, chaque centimètre d'acier. Il l'enduisit d'une épaisse couche de graisse, l'enveloppa dans un tissu huilé et le mit dans une boîte en bois au fond de son placard. Il ne tira plus jamais avec. Quand ses amis lui demandaient d'aller chasser à l'automne, il trouvait des excuses. Il disait qu'il était trop occupé avec la récolte. Il disait que son dos lui faisait mal. La vérité était plus simple. Il ne supportait pas le son. Le clac-clac de l'action de pompe ne lui rappelait pas les oiseaux levés ou les matins d'automne frais. Cela lui rappelait l'odeur de la cordite et les cris dans les tunnels. Cela lui rappelait la vibration dans ses os quand il enfonçait la détente. Vance vécut une vie tranquille. Il épousa une fille de la ville voisine. Il éleva 3 enfants. Il cultiva du maïs et du soja. Il siégea au conseil scolaire. Pour ses voisins, il n'était qu'un fermier tranquille et travailleur qui avait fait sa part pendant la guerre comme tout le monde. Il ne savait pas pour les 4 tranchées. Il ne savait pas que pendant une matinée pluvieuse de 1945, cet homme doux avait été la chose la plus terrifiante sur l'île d'Okinawa. Il ne savait pas que le fusil de chasse aux oiseaux dans son placard était une arme de guerre légendaire. Vance mourut en 2004. Il avait 81 ans. Après les funérailles, son petit-fils alla dans le placard pour trier ses affaires. Il trouva la boîte en bois. Il l'ouvrit et déroula le vieux tissu. L'odeur de vieille graisse et d'acier remplit la pièce. Le petit-fils prit le Winchester Model 12. Il était lourd, solide. Il vit les fissures dans le bois du devant. Il vit les rayures sur la culasse. Il actionna la culasse. Clac-clac. Le son était net, mécanique, parfait. Le petit-fils ne connaissait pas l'histoire. Il pensait juste que c'était une vieille arme cool. Il ne savait pas qu'il tenait le balai de tranchée qui avait brisé le dos de la défense de pain de sucre. C'est pour cela que nous faisons cela. C'est pour cela que nous fouillons dans les archives et lisons les rapports d'après-action. Parce que des hommes comme Vance ne se vantent pas. Ils n'écrivent pas de livres sur eux-mêmes. Ils font l'impossible. Ils endurent l'inimaginable et puis ils rentrent chez eux et retournent au travail.
ils laissent les souvenirs s'estomper, ils laissent les histoires mourir avec eux, mais les histoires ne devraient donc pas mourir. L'histoire du jouet de fermier qui a réduit une armée au silence mérite d'être racontée. L'histoire de l'homme qui a ignoré les experts et fait confiance à son instinct mérite qu'on s'en souvienne. Le Winchester Model 12 n'était pas qu'un simple fusil de chasse, c'était un symbole. C'était la preuve que parfois les anciennes méthodes sont les meilleures. C'était la preuve que dans le chaos de la guerre, on n'a pas toujours besoin d'un ordinateur, d'une lunette de visée ou d'un satellite. Parfois, il suffit d'une fiabilité mécanique et du courage de tenir sa position. Vance avait les deux. Et grâce à lui, beaucoup de marines se sont rentrés chez eux alors qu'ils auraient autrement péri dans la boue d'Okinawa. Si vous croyez que ces histoires méritent d'être sauvées des oubliettes de l'histoire, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Ça dit à l'algorithme que le vrai héroïsme compte. Ça nous aide à trouver plus d'histoires comme celle comme celle de Vance et à les mettre en lumière. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. Nous construisons une bibliothèque des oubliés, un monument aux hommes qui ont fait le travail quand le monde était en feu. Laissez un commentaire ci-dessous si vous aviez un grand-père qui a servi dans le Pacifique. Dites-nous ce qu'il portait. Racontez-nous son histoire. Nous voulons l'entendre. Vance n'est plus là maintenant, mais l'écho de cette pompe résonne encore dans les livres d'histoire. Clac clac. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine tranchée.